Bonjour, bienvenue au think tank cybersécurité au sein de l'association de veille pour dirigeants InnoCherche. Nous sommes accueillis par le leader indépendant de la communication corporate RH et B2B, EPOCA. L'Internet des objets et la cybersécurité, non pas pour tout couvrir, encore une fois, on va essayer d'être synthétique, mais pour préciser un certain nombre de sujets, d'autant que s'est tenu la semaine dernière un événement à Barcelone, un congrès international d'IoT Monde, et assez révélateur finalement des forces, des puissances et des messages. Donc je vais dérouler assez rapidement. Un petit rappel quand même, parce que j'ai essayé de signifier la dernière fois à quel point il était difficile de tout couvrir dans le monde de la cybersécurité, surtout rapporté au monde des outils, de l'entreprise, parce que, en fait, si on analyse effectivement tout ce qui doit être fait, il y a au moins 3 niveaux qui figurent ici: la sécurité de l'appareil, bien évidemment, la sécurité de l'information et la privacy des personnes. Ça, c'est la base. Et dans un environnement industriel, dans un environnement de santé, bien évidemment, il est question de s'assurer, et je vais me répéter, de la sûreté et non pas de la sécurité. Il y a une nuance, plus qu'une nuance entre safety et sécurité. La sûreté, c'est bien sûr que quelqu'un ne puisse pas s'introduire dans l'usine, ne puisse pas toucher donc à la machine-outil, ne puisse pas modifier donc les réglages. La fiabilité des process et de la résilience. Donc, ces 3 aspects-là, avec ce qui figure sur la ligne du bas, ça apporte un éclairage différent de la sécurité et de la cybersécurité rapportée à l'IT. Finalement, la cybersécurité rapportée à l'IT, c'est relativement simple. Je mets bien sûr des guillemets. Là, on part dans un domaine où on ne maîtrise pas, où il y a des capteurs, où il y a de l'interface homme-machine, où il y a des langages propriétaires qui datent de Mathusalem. Donc, il est très très difficile de pouvoir capturer l'intégralité. C'est pour ça qu'il y a assez peu de sociétés à se lancer corps et âme pour pouvoir tout faire. Au contraire, ils essayent de singulariser et de segmenter sur une petite partie du sujet. C'est le schéma de la dernière fois. C'est juste en rappel donc, avec les différents grands verticaux que l'on peut trouver. Donc, depuis la gauche, la santé et les sciences de la vie, la maison connectée domotique, Smart City, transport, urban mobility et les systèmes industriels, avec les différentes couches, et puis les 2 grands aspects qui concernent donc l'angle sur lequel on attaque la cybersécurité, ou bien donc le contrôle, ou bien donc des menaces et des vulnérabilités. Ça me sert de porte pour la suite. Voilà tel qu'était présenté l'IoT Forum de la semaine dernière à Barcelone. Regardez bien, il n'y a pas un seul mot qui ramène ça à la sécurité d'une manière ou d'une autre. On est vraiment dans la première ère du domaine, c'est-à-dire que c'est une forme de génération spontanée, je la caricature ainsi. On va parler donc de verticaux, un petit peu élargis, mais on essaye de blurrer aussi les lignes. On y rajoute un petit peu d'intelligence artificielle, un petit peu de blockchain. Ce que je veux signifier là, c'est que véritablement, on n'a pas atteint le stade de maturité qui permet d'avoir donc une compréhension de l'ensemble. On essaye de valoriser un marché avec des messages très très marketing, et c'était frappant lorsque je regarde le prospectus, lorsque je recueille des informations. C'est du marketing à l'américaine, si je puis me permettre, c'est-à-dire qu'on promet quelque chose, mais on n'a pas les composants nécessaires pour pouvoir délivrer donc cette solution, et pour pouvoir délivrer, bien évidemment, les économies d'énergie, les économies d'échelle, les nouveaux revenus surtout, et l'assurance que la sécurité soit prise en compte de manière intégrale. Donc, ce qui nous amène à penser que, finalement, pour s'attaquer à ce monde-là, il faut bien sûr avoir un retour sur investissement. Le retour sur investissement, très classiquement, il passe donc par quelque chose à gagner ou quelque chose à économiser. Donc, là où il y a des débuts de solutions et des offres que l'on trouve sur le marché, c'est lorsque le retour sur investissement est direct. Là où il est indirect, c'est qu'il est associé à d'autres aspects, des aspects image, des aspects customer care, des aspects intégration. Donc j'ai essayé de donner quelques mots là pour vous aider un petit peu dans cette compréhension que nous avons sur le sujet. C'est ton jargon là, le oui indirect. Oui, c'est mon jargon, désolé,
n'y a pas de copyright et il n'y a pas de... Parce que finalement, bon, tu as un ROI en cybersécurité, à mon avis, les gens ne regardent pas tellement ça, c'est marche ou quoi, crève ou survie. Hein. Oui, pour moi, le ROI en cybersécurité, il est quand même... bon, il peut prendre plusieurs aspects. Si je prends les grands pôles, économie réalisée, intégrité sécurité au niveau de la valeur des données, et là, je reviendrai sur ce terme OIV, des nouveaux revenus, bien évidemment, et il y a aussi ces données de confort et d'intégration. Ce que j'entends par indirect, très clairement, c'est un peu de la cosméto, si vous me passez l'expression à nouveau, c'est-à-dire que ouais, c'est plus sympa, c'est plus intégré, mais l'économie, on ne va pas la dégager. On ne va pas la dégager tout de suite. Mais par contre, ça fait bien dans le métro, aux heures de pointe. Là, par contre, dans le direct, eh bien, on va réussir, normalement, ça reste le domaine de la promesse, mais on s'en approche quand même à édifier, élaborer des nouveaux modèles de machines, d'unités de fabrication, de revenus qu'on va pouvoir capturer, relever sans envoyer des personnes les chercher, en faisant de la maintenance préventive, donc qui vont permettre de consolider le début d'un retour sur investissement. Et on s'en approche de manière très très rapide. Et ce que je veux noter ici par OIV, ce qui aide aussi à la manœuvre, c'est que bien sûr, les autorités qui nous gouvernent doivent s'en mêler, et donc elles doivent donner leur avis. Et aujourd'hui, il y a en France, mais un petit peu partout dans les pays, des agences, l'ANSSI en France, qui s'occupent de délivrer des obligations de conformité sur les environnements industriels. Tout ce qui n'est pas IT, aujourd'hui, n'était pas l'objet d'une police, n'était pas l'objet d'une loi. Il y a une loi de programmation militaire qui est sortie depuis 2013, qui a mis du temps à apparaître au journal officiel, qui a codifié ça, et qui stipule qu'un certain nombre de sociétés, un certain nombre de centres sont considérés tellement névralgiques par l'État qu'il est du ressort de cette société, de ces sociétés, de les protéger, d'avoir un canevas en place et d'alerter et de relayer les informations ayant trait donc à des tentatives d'attaque ou d'attaque. Et ça a d'un coup d'un seul sécurisé, enfin ça a accéléré donc la mise en place d'un certain nombre de prestations de services codifiées. Ça a accéléré aussi l'émergence d'un certain nombre de sociétés. Et je vais prendre quelques exemples tout à l'heure. En résumé, sur cette partie OIV, il faut prendre en compte l'impact qu'un texte législatif peut avoir véritablement sur le démarrage d'une industrie ou des démarrages économiques. D'importance vitale, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et donc il y a à peu près 220 sites qui sont considérés comme névralgiques en France, que ce soit des centres téléphoniques, des centres bancaires, des switches, tout ce qui est approvisionnement, logistique, eau, bien évidemment, les ports. Et donc, eux, ils ont des inspections de la je sais pas quoi. Alors, ils ont des obligations de conformité, et ces obligations de conformité doivent être effectuées par des sociétés qualifiées. Donc, il y a eu une qualification de ces sociétés. Typiquement, les grands de l'intégration service se sont mis dans la partie. Et ils ont aussi à la clé, s'il y a des incidents ou s'ils ne sont pas conformes, des pénalités très très lourdes, qui sont relatives donc au chiffre d'affaires. Et c'est public ou pas ça? C'est tout à fait public. T'as entendu parler de Thales? Non, je ne crois pas que la liste des OIV soit publique. Enfin, tu as raison. En même temps, elle peut être devinée, oui, si je puis dire. Mais mon opérateur de télécom favori en fait sans doute partie. Bien sûr, communication 2. Ça ne signifie pas que le grand public peut le savoir. L'ANSSI filtre, bien évidemment. Mais pour donner un exemple, la dernière fois, j'utilisais celui-ci en Allemagne, donc une aciérie qui a été détruite par un hacking et qui a empêché donc tout arrêt ou comment dirais-je, toute protection. C'est quelque chose qui a été révélé par l'équivalent de l'ANSSI en Allemagne qui s'appelle le BSI. Donc c'est juste pour signifier cela. Donc derrière, encore une fois, en résumé, sur ce slide, pour moi, il y a quelques éléments clés. Le fait que on est encore dans une phase de maturité, qu'il y a définitivement aujourd'hui autour de la cybersécurité un intérêt partout où il y a de l'argent à faire, soyons clairs, mais que pour certains environnements et piliers de type, par exemple, Smart Home, ça tient plus du confort et de l'intégration que de l'économie ou des nouveaux revenus et des services. Donc à partir de là, le focus, excusez, le carré aurait dû se trouver là, le focus se fait définitivement donc, sur le B2B, c'est là où se trouve la cybersécurité, c'est là où se trouve l'impact maximum et bien évidemment donc les revenus.
Moi, il y a un truc... des évaluations approximatives, encore une fois, recoupées. Le chiffre de 5 milliards a trait à la cybersécurité appliquée à l'IoT. Alors, l'IoT, encore une fois, on ne sait pas définir, délimiter très précisément. Et bien évidemment que si on considère toute la flotte de voitures électriques et on applique dessus une cybersécurité parce qu'on considère qu'il faut protéger ça, ce sont des sommes beaucoup plus importantes. Mais aujourd'hui, en termes effectifs de chiffres d'affaires, on sort très très peu d'argent, c'est ce que je veux dire, de la cybersécurité appliquée à l'IoT. Ce qui n'est pas le cas de la cybersécurité appliquée, bien sûr, à l'IT ou appliquée à une partie de l'OT, à l'industrie. Donc, par rapport à des chiffres qui sont là aussi dans une fourchette approximative, mais c'est de cet ordre-là pour l'IT. Ça, c'est une industrie mûre. Ça ne l'est pas. La cybersécurité pour les IoT, c'est très fragmenté, on ne sait pas par où commencer, on ne veut pas prendre de responsabilité sur l'intégralité, du coup il y a très très peu d'acteurs. Donc forte croissance, mais faible base. Fragmentation multiple, je l'ai dit, et importance de la législation, là aussi j'ai fait le point, je crois, tout à l'heure. Donc les acteurs, qui sont-ils? Et on arrive au cœur du sujet. Il peut y avoir des tas de sociétés à s'intéresser à ce marché-là, mais en 4 grandes catégories, 4 plus 1, on le verra. Enfin 4 grands bullet points, plus exactement, ou bien ce sont des acteurs qui sont déjà dans ce métier-là, qui s'intéressent en plus à la cybersécurité, ce qui peut être assez naturel comme genre d'évolution, mais ils ne vont pas pouvoir du jour au lendemain donc passer en opérationnel là-dessus, ils vont devoir acquérir un savoir. Il y a un clivage très fort, et j'en ai fait un bullet point spécifique, entre les approches business et les approches consumer, bien évidemment. Ce ne sont pas les mêmes sociétés qui généralement traitent les deux. Extension IT, ceux qui travaillaient déjà dans l'IT, que ce soit dans le monde des services ou de la cybersécurité, vont essayer de s'impliquer sur ces nouveaux métiers pour prendre plus largement. Et les nouveaux marchés, finalement, et c'est un autre clivage que j'ai apporté dans mon slide, il y a une grande différenciation qui se fait sur des nouveaux marchés qu'on découvre, qu'on ignorait ou qui n'étaient pas traités, et pour lesquels il est question d'innovation, tandis qu'il y en a d'autres pour lesquels il s'agit de préserver la base installée, les cache-co finalement, et là il n'y a pas forcément beaucoup d'innovation. Ce que je veux dire ici, c'est que là où il y a des nouveaux marchés, des nouveaux segments, il y a des petites sociétés qui se mettent en place, qui vont être rachetées par un acteur qui est déjà dans ce secteur d'activité. Il n'y a pas de grande société à devoir être escomptée, à mon sens en tout cas, dans le monde de la cybersécurité pour les IoT. Ce seront plutôt des acteurs existants qui vont avaler les autres. Et pour illustrer mon propos, je voudrais juste porter le focus sur les opérateurs et les intégrateurs. Finalement, ce qu'on voit là, c'est un cheminement classique de marché. Ça croît, ça donne naissance à des petits qui s'excitent au sens américain du terme sur l'opportunité. Puis à un moment, ça devient compliqué. Il y a les plus grands qui rachètent parce qu'ils ont les moyens, eux, et puis c'est dans le prolongement de leur business. Et aujourd'hui, moi, je suis frappé de voir que les opérateurs et les intégrateurs, finalement, ont presque gagné cette partie-là. Et à tel point que voilà qui étaient les sponsors de la manifestation de Barcelone la semaine dernière. Alors, regardez bien, pour trouver un acteur de la cybersécurité, il faut déjà bien se rapprocher de l'écran. Il n'y en a qu'un. Kaspersky. Voilà, merci. Et encore, c'est un russe, si je puis me permettre. D'origine, en tout cas, américain. Mais par contre, qui voit-on là? On voit, bon, à côté des cabinets classiques, on voit donc des opérateurs et des grands de l'industrie. Bon, on oublie la généralité de Catalunya, mais on voit donc des gens qui veulent étendre leur domaine d'activité sur un domaine fort, dans le monde industriel, Siemens et Hitachi. Moi, je suis frappé de voir qu'il y a de plus en plus d'acteurs de l'IT qui essaient d'être là, donc Microsoft, Nutanix, qui est dans le monde de la virtualisation, qui est un acteur assez fort là-dessus, Deutsche Telekom, Vodafone, SAS, mais il y a très très peu de gens de la cybersécurité à proprement parler, puis il n'y a pas de nouveaux noms. Hein, ce sont des legacy, tout ça, hein, on les connaît tous. Donc, moi, je considère que finalement, à la fin de la journée, après avoir joué, après la récréation, ce seront les opérateurs et les intégrateurs qui vont vraisemblablement s'imposer. Ça n'engage que moi. Voilà, j'ai mis ici quelques noms pour que vous les retrouviez typiquement, et juste pour évoquer celle-ci, et Dominique et moi avons eu une conversation intéressante. Cisco
Tu veux en parler tout de suite ou... Oui, éventuellement. En fait, c'est la malheureuse histoire, si on peut dire, d'une petite société française spécialisée sur la sécurité de l'IoT industriel, donc qui est quand même la partie de l'IoT sur laquelle on sent le business model pouvoir se mettre en place. Centrio, c'est plus précisément ce qu'ils faisaient, c'est des sondes. Donc c'est pas de la protection à proprement parler, c'est je dis tiens là il y a un truc bizarre qui se passe, vous auriez intérêt à fermer l'usine ou à fermer le réseau, momentanément, et à comprendre ce qui se passe. Ça a été créé par deux Lyonnais que je connais bien, parce qu'en fait c'est les anciens fondateurs. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Harkoun? Bon, toi oui, mais ça c'est normal, tu comptes pas. Bon, Harkoun c'était le concurrent de Netask, tout ça a été absorbé par EADS, c'est maintenant dans Airbus Cyber Défense. Mais le problème c'est qu'ils n'ont pas réussi à trouver un business model, c'est-à-dire ils sont allés de pilote en pilote, pourtant avec des gens importants, le CEA notamment, et puis à la fin ils ont cherché une solution, ils se sont fait racheter par Cisco, qui lui se dit, pour moi c'est peanuts, je ne sais pas combien les a payés Cisco, mais ça me donne, comment dirais-je, une fenêtre de vision sur ce qui va probablement se développer, je ne sais pas quand, mais je m'en fiche, Cisco, je suis capable d'attendre 5 ans. Centrio, il ne peut pas attendre 5 ans, voilà. Je vous invite à suivre toute notre actualité sur notre playlist YouTube ainsi que sur le site officiel inocherche.com. Merci à vous, à bientôt.